Bonjour Alain. Bonjour Lisanne. Alain, tu es doyen de la faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design. Mais tu as tout un parcours parce qu'en fait, tu as fait ton baccalauréat en communication graphique, on appelait ça à l'époque communication graphique Mhm. dans les années 70, et je t'ai même retrouvé dans ma recherche, on en parlait ensemble, président de l'association des étudiants. Mhm. Je trouve ça intéressant de revenir en arrière parce que, à cette occasion-là, tu revendiquais, des espaces, adéquats. C'était le moment du déménagement au Caso, je pense. Oui, ben à ma première année, on était déjà installé au Caso. Il faut rappeler que le Caso à l'époque, c'était la Grande Chapelle avant que la BNQ s'installe et que de gros travaux se fassent. Nous étions logés dans la chapelle, mais à l'arrière de l'hôtel. Et j'ai passé ma première année, il y avait des paravents qui nous séparaient du reste de la chapelle. Et entre la première et la deuxième année, il y a eu des travaux importants où on nous a déménagé dans ce qui était appelé les cuisines du séminaire à l'époque. Et les travaux ont perduré plus longtemps que l'été. Et puis à l'automne, la session a commencé en retard. Et je me souviens avoir eu des réunions intenses avec le directeur de Il y a eu un l'époque pour... retard oui, dans cette session. Je oui, pense que vous oui, avez commencé en novembre ou quelque chose ouais, comme ça. Donc, il y quelque avait chose un comme ça, problème oui. au niveau des espaces. Mhm. Au-delà de l'anecdote, je trouve ça important de revenir à cette période-là parce que toi, tu as fait la maîtrise, mais je pense que c'est important de mentionner qu'il n'y avait pas de maîtrise en communication graphique Non, à l'école non. à ce moment. J'ai gradué en 80, je suis en 83, justement, je voulais aller étudier à l'étranger de toute façon, donc, et je suis allé à Chicago faire ma maîtrise de Chicago, et je suis revenu en 85. D'abord, bon, je suis designer graphique de formation, et je suis revenu en 85 pour m'établir à Montréal, pour travailler pour une firme qui était spécialisée en identité d'entreprise. Donc, j'ai travaillé 12 ans avec cette firme-là. Et j'ai fait des projets quand même importants, notamment l'identité d'Hydro-Québec, le Musée des Beaux-Arts de Montréal. On travaillait aussi pour Petro-Canada. Enfin, plein de grosses entreprises comme ça. C'était fort intéressant. Donc, fort de ce bagage-là, je suis revenu. J'ai postulé pour un poste de prof dans le même programme duquel j'avais gradué en 97, fin 97. Donc, la formation de deuxième cycle en communication graphique, pour toi, c'était pas possible de le faire au Québec. Au Québec, non. Pas au Québec, non. OK. Non, pas à l'époque. Tu deviens directeur en 2007. On fait un grand saut. Il y a des dossiers qui sont importants pour toi. Il y a des projets que tu as menés à terme. J'aimerais vraiment qu'on en parle, Alain, ensemble. Je pense qu'il y avait, entre autres, au niveau du programme, une grande révision, notamment en communication graphique, à cette époque-là. Ben, avant de devenir directeur de l'école, j'étais directeur du programme en design Oui, c'est graphique. vrai. Et aussi, petit aparté, pas une aparté, mais une petite fenêtre dans la discussion, il y a aussi le programme de design multimédia qu'on a créé en 2000, en l'an 2000, 99-2000. Et j'ai été appelé à diriger ce programme-là aussi. Et ce programme-là est devenu une maîtrise professionnelle l'année subséquente. Parallèlement, j'étais directeur du programme en design graphique et en 2010, il y avait les révisions périodiques des programmes là, que tous les programmes doivent passer, qui a eu lieu en 2010 et on en a profité pour faire une refonte majeure du programme parce que le programme à l'époque était, je pourrais comparer ça à une espèce de buffet où les gens, il y avait c'était une addition de cours de spécialités et les étudiants pouvaient choisir à travers ces spécialités-là, mais on sentait le besoin de canaliser les efforts, de canaliser la formation pour avoir une formation plus pointue. Et de la façon dont on l'a fait, on a calqué sur le modèle du bac en architecture, à savoir d'avoir un atelier par session où l'étudiant pouvait mettre en pratique ses connaissances dès le départ avec les fondements la première année. Et à partir de la troisième session jusqu'à la sixième, là, à chaque session, il y avait un atelier de spécialité, notamment le design d'édition, la visualisation d'informations, l'image de marque et le design d'interaction. C'était 4 domaines qu'on avait identifiés comme étant des domaines porteurs, qui étaient très en demande sur le marché. Et donc, ça a amené vers cette évaluation de programme-là, nous a amené à modifier le programme de façon, je dirais, drastique.
Il y avait aussi des discussions, au volet, arts plastiques, donc c'est des années de grands travaux, de grands chantiers, le milieu des années 2000. Oui, ben en fait, comme directeur, comme tout directeur d'unité, on doit toujours, on a la responsabilité de veiller à la tâche des professeurs, n'est-ce pas, et de composer cette tâche-là chaque année. Et dès le début, les professeurs revendiquaient à chaque exercice de refonte de leur tâche, revendiquaient le fait de changer d'un mode de 6 cours par année à 4 cours. Il faut dire que le mode actuel qu'il y a sur le campus, c'est 4 cours par session en moyenne. Et à l'école d'art, depuis fort longtemps, c'était toujours un mode de 6 cours, l'équivalent de 6 cours de 3 crédits par personne. Donc, il y avait beaucoup de grogne à ce niveau-là, à juste titre. Mais c'était très difficile de l'appliquer sans qu'il y ait des conséquences budgétaires importantes. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'économie de cet exercice-là sans passer par une refonte du programme. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jocelyn, mon successeur, qui l'a fait par la suite. Il a fait un excellent travail et qui permettait justement de moduler, avec aussi l'idée des ateliers, un atelier de 6 crédits par session, de permettre aux professeurs d'enseigner 4 cours, donc un atelier, un cours de 3 crédits, 4 cours année, sans s'épuiser à la tâche, je dirais, et de laisser plus de place pour la recherche. Il y a eu un développement aussi au 2e cycle, je trouve que c'est important d'en parler, aussi Alain. La maîtrise en communication graphique, il faut se rappeler qu'elle était comme un volet de la maîtrise en art Mhm. visuel. Donc il y a eu un développement pour peu à peu répondre aux besoins spécifiques des étudiants qui voulaient poursuivre au niveau des études avancées, mais en communication graphique et éventuellement en design graphique, comme on l'appelle aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, ça a coïncidé en 2012 avec la création de l'école de design, euh, qui a permis je vais faire une histoire courte, la création de l'école de design qui a été menée par Claude Dubé, doyen de l'époque, s'est fait conjointement avec la création d'un nouveau programme en design, c'est-à-dire le programme en design de produits, le bac en design de produits. Et ça a légitimé, si on veut, la création de l'école de design. Donc, on a scindé l'école des arts visuels en deux pour créer le volet design avec l'école de design et les arts conservaient l'école d'art. Euh, et c'est à ce moment-là que la maîtrise en multimédia a été détachée de la maîtrise en arts visuels pour la ramener en faire une maîtrise à part entière du côté de l'école de design. Dans ton parcours, Alain, c'est fou, tu cumules plein au moment de la création de l'école de design, tu es devenu, directeur, de l'école de design et puis, à un moment donné, tu es en même temps vice-doyen et là, tu deviens doyen, donc tu avais Ça, plusieurs chapeaux. ouais, j'ai porté plusieurs chapeaux en même temps. Quand j'ai été directeur de l'école, j'étais encore directeur du programme en design graphique, ce qui a facilité beaucoup la tâche, je dirais, quand on a procédé à l'évaluation du programme et à la refonte du programme. Les décisions se prennent vite dans ce temps-là. Euh, et par la suite, j'ai été effectivement, pendant un court laps de temps, j'ai été directeur du programme, directeur d'école et vice-doyen en 2012, quand l'école de design a été formée. Puis par la suite, ben, en 2014, quand le doyen a quitté son poste et n'a pas renouvelé son mandat, j'ai postulé, oui. Un élément important pendant que tu étais directeur de l'école des arts visuels, avant, la création de l'école de design en 2012, c'est la Galerie des arts visuels. Oui, ben en fait, la galerie existait depuis un bon moment déjà, bien avant que j'arrive. Mais elle était pilotée par un comité qui était formé de professeurs et Clément Leclerc. Ils arrivaient à peine à tenir ça à bout de bras parce que, bon, il y avait d'autres tâches à faire. Évidemment, les professeurs n'ont pas que ça à faire, s'occuper d'une galerie. Quelques mois après le début de mon mandat comme directeur de l'école, j'ai reçu la visite de Richard Baillargeon et Lynne Doyon. Ils sont venus me voir pour me demander s'il n'y avait pas moyen d'embaucher quelqu'un pour s'occuper à temps plein de la galerie, pour avoir une galerie digne de ce nom. Et je voyais bien le potentiel de la galerie et l'importance aussi de la galerie pour une école d'art, d'une galerie qui se tienne, notamment pour le rayonnement de l'école, d'une part, mais aussi comme outil de rayonnement pour les professeurs et les étudiants, tant au bac qu'à la maîtrise. Donc, la formule que j'ai trouvée finalement, c'est de procéder à l'embauche d'un chargé d'enseignement. Cette personne-là pouvait donner des cours et à la fois s'occuper de la galerie à temps plein, bon, enfin, aux 3 quarts de temps peut-être.
Et c'est là qu'on a lancé, on a affiché un poste et c'est là que tu as appliqué et que tu as été choisi. Ça a été quand même une étape importante de développement et de visibilité de l'école, Ah ben oui. ce dossier de la galerie. Pour revenir donc au moment, où tu deviens doyen, Alain, je pense qu'on ne peut pas passer à côté, de cette situation-là où il y avait quand même, des difficultés financières au niveau de l'université. Ça n'a pas été, facile quand même, arriver dans une situation comme celle-là de restriction. Non, ben en fait, peut-être 2, 3 mois après que je sois arrivé en poste comme doyen en 2014, l'université annonçait à tout le campus, à toutes les facultés, une coupure de 5% de leur budget. Ça variait de 3 à 5% selon les facultés. Nous, c'était 5%. On n'a pas tiré le bon billet, il faut croire. Ce qui correspondait à peu près 680 000 sur un budget de 12 millions. C'est quand même majeur. Et cet argent-là, la marge de manœuvre pour retrancher ou pour couper dans le budget, c'est une marge de manœuvre qui est quand même assez mince parce que l'essentiel du budget sert à payer les salaires des gens qui sont déjà à l'emploi, donc on ne peut pas couper là-dedans. Ben, il fallait couper dans les charges de cours, notamment, revoir l'offre de cours, diminuer un peu les cours à option, des choses comme ça. Il y a un gros travail qui a été fait et j'ai eu la collaboration de tous les directeurs et directrices de programme et directrices d'école. D'ailleurs, il n'y avait pas de directrice d'école encore, c'est vrai. Euh, on a fini par s'en sortir, mais c'était pas évident. On parlait ensemble de cette situation particulière de l'enseignement en arts visuels, mais aussi dans d'autres secteurs, par exemple en musique. Heu, c'est un enseignement en petits groupes, c'est parfois même en musique un enseignement, individuel. Mhm. Comment on peut faire face à des coupures et justifier ce type d'enseignement-là lorsqu'on est un administrateur? Ben, il faut tenir compte justement de la disparité des modes d'enseignement selon les disciplines. En architecture, ils sont régis par un ordre professionnel et un comité d'agrément national qui impose d'avoir un maximum de 15 étudiants. C'était 12 avant, de 15 étudiants par atelier. Je ne parle pas des cours à grand groupe, mais pour les ateliers. En design graphique, il n'y a pas de normes, mais on est passé de 18 à 20, on est rendu à 25, puis il ne faut pas aller plus haut que ça parce que ça nuit à la qualité de l'enseignement, parce que dans les ateliers, c'est un rapport de professeur-élève, maître-élève, et en art, évidemment, c'est la même chose, plus que jamais. Et ça s'apparente un petit peu à la musique, mais malgré que la musique, c'est encore pire, parce que c'est vraiment du un à un. Quand tu as un professeur de musique qui donne un cours de basson, par exemple, ben, il peut difficilement enseigner à un grand groupe. C'est des rapports un à un. Donc, à l'université, il y a toute forme, il y a toutes sortes d'enseignements qui ont chacun leurs exigences. Et puis, forcément, il faut en tenir compte. Euh, et voilà. Donc, c'est pas évident, mais c'est encore. Ce qui est difficile aussi, c'est quand tu es doyen, tu vois la perspective de tout ça, tu comprends très bien l'étendue, la complexité de la chose. Mais quand tu as des professeurs dans chacune des unités qui ont leur propre réalité, ils ne voient pas nécessairement la réalité de l'autre, ça, c'est un petit peu plus difficile à gérer, de faire comprendre à tout le monde la complexité de la chose. Ton mandat, va se terminer bientôt. Alain, je sais qu'il y a un dossier qui te touche, particulièrement, qui te tient à cœur. J'aimerais que tu me parles de ce dossier, sur la liberté d'expression dont on a déjà parlé ensemble. Mhm. Ouais, ben en fait, c'est un dossier qui me tient à cœur parce que en fait, c'est issu ça remonte à 2016, l'automne 2016. J'ai lu un article qui faisait état de problème sur les campus américains où il y avait beaucoup de cas de petits groupes d'étudiants qui faisaient pression auprès de leur direction de l'université pour annuler des conférences de conférenciers ou de conférencières qu'ils jugeaient controversées. Et ce qui était un petit peu, bon, que ces pressions-là se fassent, ça va, mais ce que je trouvais dramatique, c'est que les directions d'université accédaient à leurs demandes. Et ça, je trouvais ça épouvantable qu'un petit groupe d'individus décide ce qui doit être dit et non dit, ou discuté et non discuté sur un campus universitaire. Un campus universitaire, c'est l'endroit au monde où on doit discuter de tout. C'est là où les idées doivent s'échanger, doivent se débattre. Donc, je trouvais ça se passait beaucoup aux États-Unis, ça s'en venait tranquillement ici, et je me suis dit, il ne faut pas que ça arrive chez nous, à l'Université Laval.
Le printemps suivant, il y a eu la course au rectorat. J'en ai parlé à Sophie Damour, qui était candidate au poste, et elle a trouvé l'idée intéressante, mais elle a pris des notes. Une fois élue, elle m'a croisé quelques mois plus tard et m'a dit t'as vraiment raison. Elle dit je rencontre régulièrement les recteurs et rectrices des autres universités canadiennes et c'est le sujet de l'heure. Il y a beaucoup d'universités dans l'Ouest qui sont aux prises avec ce problème-là. Elle dit il faut faire quelque chose. Donc, elle a entrepris de demander au conseil universitaire de former un comité. Puis elle m'a demandé de le présider, que j'ai accepté avec joie. Donc, le comité a commencé à siéger en 2019. Il y a eu la pandémie qui nous a ralentis, mais on aboutit d'un énoncé sur la liberté d'expression il y a un an, jour pour jour, presque. Et j'en suis très fier. Là, il y a d'autres projets qui continuent. Il y a la liberté académique, bien sûr, qui est liée à ça. Et toutes les modalités d'application de cette liberté d'expression. C'est bien beau d'avoir un énoncé, mais encore faut-il le mettre en pratique pour que les gens puissent porter plainte, faire valoir, la valoriser, ainsi de suite. Bonne suite, Alain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.